يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner durant 7 heures de sport sur Stade 24. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle fois, il était avec nous à Oran pendant les Jeux méditerranéens, c'est Ammar Bourras. Ammar Bourras, bonsoir. Je rappelle, vous êtes entraîneur d'athlétisme. Vous avez été médaillé olympique, médaille d'or olympique avec Hassiba Boulmerka, 2 fois champion du monde, médaille de bronze. Je ne vais pas revenir sur votre palmarès une nouvelle fois. Merci d'être avec nous. Pour vous accompagner et m'accompagner, Sidi Ahmed Khadé. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamad et bonsoir à notre invité. Eh bien, le décor de l'émission est planté. L'événement de Stade 24. Eh bien voilà, le jingle est parti. On revient sur le plateau. Ammar Bourras, championnat du monde de jeunes, c'est terminé. L'Algérie termine avec une médaille d'argent. C'est Sedjati. 2 Algériens en finale, 3 Algériens sur 800 mètres, je le rappelle. C'était là où on attendait une médaille. On ne connaissait pas la couleur de la médaille. Finalement, elle est d'argent. Et je le dis, on l'avait prédit pour ceux qui nous suivent. C'était à Oran, aux Jeux méditerranéens. Après les médailles d'or et médailles d'argent, on avait dit on gagnera sûrement une médaille sur 800 mètres. Et ça s'est réalisé. C'est un résultat qui était attendu. Oui, c'est le comportement des athlètes sur l'année. La logique, il y ait une médaille au moins une médaille. Nous, à la fin, on s'attendait peut-être à 2 médailles, mais oui, on a eu quand même la médaille d'argent. On s'est demandé 2 médailles parce qu'on est gourmand. On est gourmand, bien sûr, on est gourmand et on est optimiste aussi. Parce qu'il y a du potentiel aussi. Il y a du potentiel. Les athlètes ont fait de belles courses avant. Moula a gagné quand même un grand meeting. Et je pense qu'il y avait de la place pour 2 médailles. Mais bon, vous savez, le 800 mètres, comme j'ai toujours dit, c'est une course très compliquée. Et il a suffi d'une petite faute tactique et on est arrivé avec une seule médaille. Très bien, on va revenir en images sur la participation algérienne à ces championnats du monde. Race in prospect. La délégation algérienne ne reviendra pas bredouille d'Eugène où se sont déroulés les championnats du monde d'athlétisme. En effet, Jamel Sedjati a décroché une très belle médaille d'argent en finale du 800 mètres, devancé par le Kenyan Korir, champion olympique en titre et archi-favori de la course, alors que le Canadien Marco Arop clôt le podium. L'autre Algérien engagé dans cette course, Slimane Moula, impressionnant lors des 2 précédentes courses, n'a pas pu rééditer son habituelle ligne droite, trop sur l'extérieur. Le champion d'Afrique 2022 a dépensé beaucoup trop d'énergie, il terminera à la 5e place. Tous deux, âgés de 23 ans, les 2 athlètes algériens ont une belle carrière devant eux et pourront progresser encore dans les années à venir, notamment grâce à la performance de notre nouveau vice-champion du monde qui permet à l'Algérie de retrouver le podium mondial du 800 mètres. Sedjati met fin à 19 ans d'attente. Aïssa Djaber Saïd Garni, sacré à Paris, était le dernier Algérien décoré à ce niveau. La relève est bien là et c'est de bon augure pour les JO de 2024 à Paris. Mais avant, il y aura aussi les mondiaux en 2023 à Budapest. On peut dire que le demi-fond algérien a de belles années devant lui. Mais voilà, c'est bien de le rappeler. 2003 à Paris, Saïd Djaber Garni, monté sur la plus haute marche du podium. Là, on l'a vu sur cette course, il a été battu par le champion olympique. Le champion olympique, oui. Le Kenyan. Si vous deviez analyser la course de Sedjati et de Moula, qu'est-ce que vous dites ? Tout le monde s'attendait à une course très rapide des Kenyans. Mais les véritables spécialistes savaient que celui qui a gagné courait toujours le 400 mètres, le deuxième 400 mètres plus rapide que le premier. Donc, vous pourrez parler du médaille d'or. Du médaille d'or. Et il avait 2 compatriotes avec lui dans la course. Tout le monde se rappelait aussi la course de Makhloufi où ils ont été très rapides. Ils ont mené la course incroyablement rapide pour pouvoir donner la chance à Rhodisha de gagner. Il a gagné d'ailleurs avec un temps extraordinaire. Mais là, c'est le contraire un peu. Et je pense, à mon avis, dans la préparation de la tactique, pour ne pas émousser la vitesse de Moula, Moula a voulu un peu retarder la course, mais c'était fatal. Moula, on l'a vu, il s'est placé au devant dès le début. Il a voulu imprégner son rythme. Mais pas
il a fait un 200 mètres rapide, mais après il a un peu. Il a essayé de freiner. Il a essayé de freiner. Il a battu en retraite. Après, il a fait l'accordéon dans une course, et l'accordéon dans une course de 800, c'est fatal. Après, tu le payes dans les derniers 100 mètres. On l'a vu, Par contre, il avait plus d'énergie. Après, sur tu n'as sur plus les derniers 200 mètres, il avait plus cette énergie. Ils étaient déjà loin. Ils étaient loin parce qu'il a été aussi coincé dans la course. Il a voulu se dégager. Il a failli tomber à certains moments. Et il a été stressé dans la course. Je pense qu'il n'a pas été serein comme Sedjati. Sedjati a couru quand même avec plus d'intelligence. Lui, il est venu de loin. De loin. Sedjati, mais quand tu viens de loin, sans avoir le stress des gens te poussent, etc., de loin, c'est la meilleure façon Parce qu'il a déposé, il dépose le Canadien et il termine derrière le champion olympique. Dans les statistiques, quand on voit, Sedjati a toujours terminé le plus rapide de tout le monde. C'est le seul pratiquement qui termine moins de 12. Et là, il l'a démontré. Maintenant aussi, l'expérience du champion olympique, il a pu savoir fait la se différence. placer. Elle a fait la différence, je pense. parlant- C'est la première grande médaille finale. Et pour eux, ça a été une première. Et pour Sedjati, ils sont très bien sortis. Il ne faut pas aussi oublier que être finaliste dans un championnat du monde, ce n'est pas évident parfois. Si on compte les Algériens qui ont été finalistes dans un championnat du monde, on en a peut-être 6 ou 7, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas énormément. Ça, c'est une répétition avant les JO. Avant les JO, encore avant les championnats du monde aussi de l'année prochaine, et avant les JO. Et je pense qu'aux JO, ils seront assez mûrs pour pouvoir mener des courses tranquilles dans les demi-finales, ne pas aller les 10 derniers mètres à fond et encore perdre de l'énergie. Parce que parfois, Moula pouvait se classer deuxième facilement et être dans la finale sans problème. Mais les gens, Moula a cette énergie pour vouloir gagner. Il veut être le premier et parfois, ça, tu le payes dans la finale. Alors, moi, je voudrais juste poser une question, Monsieur Boras. Vous avez parlé de l'expérience de Korir, le Kenyan. Avant ces championnats du monde, rien ne laissait croire qu'il allait et qu'il était au top de sa forme et qu'il allait être champion encore une fois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant ces championnats du monde, il n'avait réussi à gagner aucune course. Aucune, quand je dis aucune, il n'avait même pas fait les minima. Il était qualifié parce qu'il était champion olympique. Donc, vous avez parlé d'expérience. Là encore, est-ce que c'est une stratégie qui a été masquée? Et quand vous parlez de la course de Moula, ne pensez-vous pas que c'est un peu grâce à Moula que Sedjati a pu rentrer en seconde position tranquillement parce qu'il a un peu écarté. Il y avait 3 Kenyans, rappelons-le, au départ. Dans la course, ouais. Voilà, donc il a pu ralentir un peu les 2 autres Kenyans en se positionnant à l'extérieur, surtout vers les 200 derniers mètres. Franchement, c'est une bonne analyse. Mais on ne sait pas les gens qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement parfois. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir le stress. Il n'est pas venu au championnat d'Afrique. Oui. Il est resté loin de... Mais les Kenyans sont 5 ou 6, ils peuvent faire tous les scénarios de course dans l'entraînement. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous vous rappelez, Mohamed... J'allais le dire, c'est pour ça. Bon, dites-le. J'allais revenir, vous, quand vous étiez avec Hassiba, on ne vous voyait pas tout le temps. On ne vous voyait pas beaucoup sur les meetings, on vous voyait dans les grands événements, championnat d'Afrique, championnat du monde, Jeux Jeux olympiques. méditerranéens. Voilà. Mais les meetings, vous n'étiez pas tellement présent. Parce que dans l'entraînement, on avait la capacité de faire courir Hassiba à n'importe quel rythme. Rythme de record du monde, rythme de 4.00, rythme de 3.55. On avait tous les scénarios possibles pour pouvoir faire. On avait aussi des sparring partners qui étaient avec nous. On la faisait courir devant, derrière. Donc, on lui disait, parfois à 200 mètres, on l'a laissé 3-4 mètres derrière, il faut doubler les gens. C'est tous les scénarios qu'on fait dans l'entraînement. On appelle ça l'essai du modèle. Ouais. Et je pense qu'à mon avis, parce qu'on a vu à la fin, il a très bien terminé, il a fait quand même une 44, il aurait pu faire une 43 sans problème. Je pense qu'ils ont bien préparé la course. Ce qui était au départ, par contre, pour moi, il n'y avait pas quelqu'un qui était comme ils ont fait avec Makhloufi. Non. Là, tout le monde était à une 43. Le jeune, ils ont un jeune à 17 ans aussi à une 43. Oui. Et ils avaient tous les 3 Kenyans avaient la possibilité d'avoir une médaille. Et moi, celui qui m'a un peu plus impressionné qu'eux, c'est le Canadien. Et je croyais que le Canadien était... Qui a terminé sur le podium. Sur le podium, il a terminé quand même sur le podium. Oui. Je pense que Sedjati aurait pu gagner s'il n'aurait pas eu tout le stress des jeux méditerranéens. Alors, j'arrivais à la question. Est-ce qu'on peut, on avait dit, hein, est-ce qu'on peut faire, vous l'aviez fait, vous, Jeux méditerranéens, championnat du monde. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne laisse pas
des forces? Est-ce qu'on laisse pas de l'énergie? Moi, je pense qu'on laisse des forces comme ça. Je me rappelle, c'est en 93. 93, Vous 91, 91. Vous aviez fait les Jeux Jeux méditerranéens et Les championnat Jeux- du monde. Mais 96, on l'a payé parce que les Jeux méditerranéens sont venus très tôt. 93, vous l'avez payé. 93, on l'a C'est payé. ce que je vous dis. 93, Voilà, on c'était à l'a payé. Montpellier. Vous- Parce qu'à Montpellier, c'était on n'avait pas l'habitude de courir comme ça vers les début mai, une course très rapide, etc. Pour nous, à partir du 5 juin, on avait tout l'entraînement vers le 5 juin pour faire la première. Et là, maintenant, ils sont jeunes. C'est leur 23 première ans. expérience. À mon avis, il aurait pu faire les deux. Par contre, pour pouvoir gérer 3 courses, c'est une première pour eux. Ils n'ont jamais fait 3 courses, c'est la première fois qu'ils font 3 courses, quand vous dites 3 courses, c'est en un laps de temps réduit. réduit. Ils ont fait une journée, la deuxième une journée non et la finale. Mais maintenant, ils ont cette expérience. Et moi, je suis très confiant que Moula va faire de bonnes choses sur le 800 mètres. Parce qu'il il aura de l'expérience, il aura dans la tête cette course. Elle sera toujours gravée. Et après, dans l'entraînement, ils vont faire les essais de tous les modèles, etc., avec des athlètes. Et rappelons que c'est leur premier championnat du monde. C'est leur premier championnat. Ils C'est le sont premier tout jeunes. très grande Rendez-vous. compétition. Exactement. C'est la première fois pour eux. Tout à fait. Alors, Ils viennent pas du néant, ces athlètes. non, ils ne viennent pas du néant. Très bien. Ils sont en équipe militaire. Ils sont en équipe militaire, oui. Ils ont été formés Dans des clubs. dans ouais. des clubs. Ça veut dire que dans les clubs, on a travaillé. Ça veut dire qu'on est revenu sur des distances également. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? C'est-à-dire il y a le potentiel est là. L'histoire montre que sur ces distances-là, le 800, le 1005, eh bien, on peut avoir des athlètes. Il n'y a pas de problème. Il suffit de travailler, d'aller les chercher. En revanche, sur ce championnat du monde, on n'est pas sur le 1005. On n'est pas sur le 1005 et on a un groupe d'athlètes sur 800. On aura des coureurs sur 1005 l'année prochaine et l'autre année parce que tout le monde a pris conscience. L'entraînement du 1005 est un peu plus compliqué que celui du 800. Les deux athlètes, Sedjati et Moula, sont venus du demi-fond, les deux. Puis ils sont partis vers le 400, ils sont revenus vers le 800. 800-400, c'est un peu la même chose. Pas la même chose, mais quand même, quand tu as un bon athlète qui est endurant sur 400, il peut être faire un performant bon sur le coureur sur 800. Ouais. Pas forcément sur 1005. Ce n'est pas la même chose. C'est d'autres filières énergétiques qui travaillent. C'est un autre entraînement. C'est une autre. La force est moins, mais l'endurance spéciale est plus. Et ces athlètes ont été dans des clubs. L'un, il était à la wilaya de Tizi Ouzou, l'autre, il était à la wilaya de Tiaret. Ils avaient des entraîneurs avant. Mais vous savez, c'est comme ça. On entraîne des jeunes, puis ils partent chez des entraîneurs un peu plus chevronnés. C'est la vie de l'athlète. C'est la vie de l'athlète. Il y a des oui, étapes voilà. dans la Il y a carrière d'un des athlète. étapes. Et l'armée donne aussi de bonnes possibilités d'entraînement parce qu'ils sont payés, ils sont pris en charge, je pense que comme l'Italie a fait, comme beaucoup de pays maintenant, les privés ne viennent pas beaucoup dans l'athlétisme, mais ils vont chez les carabinieri ou l'armée, des Italiens. Il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup de pays qui font ça. Même les soviétiques dans le temps, etc. Ils vont dans l'armée, etc. Très bien, la tête est sécurisée. La sécurité de la tête, voilà. On est à 2 ans des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ces 2 ans? Bon, ils auront déjà les championnats du monde. Il y a le championnat du monde. Moi, j'ai peur un peu. Oui. J'ai peur un tout petit peu qu'il y ait 3 grandes compétitions dans 3 années de suite. J'ai un peu peur, franchement. Parce que gérer 3 très grandes compétitions en 3 ans, c'est compliqué. On a eu, nous, l'expérience. Les athlètes vont avoir une vie athlétique très courte. Parce qu'ils font chaque année un très gros stress. Le stress de la très haute compétition, Ma'ammar, ce n'est pas que physique. C'est mental aussi. On se prépare. Les athlètes ne dorment pratiquement pas 3 jours avant les compétitions parce vous savez, ils font les courses dans leur tête 12 fois, 13 fois. Ils sont stressés et ça peut être néfaste. Maintenant, on va voir l'année prochaine. Moi, je dirais, je ferai une analyse des Jeux Olympiques quand je verrai les championnats du monde de l'année prochaine. Une projection plutôt. Projection, voilà. Pour pouvoir savoir à peu près qu'est-ce qu'il y aura à faire pour les Jeux Olympiques. Mais moi, je voudrais juste reprendre ce que disait Sedjati juste après la course, c'est-à-dire que le lendemain de la course, une déclaration qui n'est pas passée, on va dire, sur tout ce qu'il a enduré
durant cette saison. Et il y a eu Nordin Morsli aussi, la vedette du demi-fond, qui s'était exprimé sur les conditions et sur l'avenir de cet athlète. Lui disait « Je veux avoir les moyens adéquats pour pouvoir préparer les championnats du monde de 2023 et éventuellement les Jeux olympiques à Paris. » Donc, qu'en est-il aujourd'hui de ces athlètes qui veulent à tout prix, qui saisissent les autorités pour pouvoir avoir les moyens adéquats pour préparer les échéances à venir? Chez nous, la bureaucratie est très lourde. Pour pouvoir faire un dossier de stage, ce n'est pas la fédération. Il faut passer par le ministère, avoir l'avis du ministère, il faut avoir l'argent nécessaire à la fédération, etc. J'ai été président, donc je connais tous ces... à mon avis, il faut leur donner des bourses au début de l'année, c'est-à-dire maintenant, en septembre, et laisser les athlètes faire leur année. Saison, vous voulez dire? Début de saison, maintenant, en septembre. C'est en août, septembre. Pour qu'ils puissent, après, sereinement faire leur programme. Pas à 15 jours des stages, on commence à courir derrière un dossier. C'est arrivé cette année plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois. C'est ce qu'il disait. C'est ce que Sedjati disait. Moi, je suis ami avec son entraîneur. Donc, voilà. On est toujours ensemble. Vous êtes au courant de ce qui se passe. On est au courant de tous ces problèmes. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour dire à très très haut niveau, il n'y a pas de... C'est les exigences du haut niveau. Les exigences du haut niveau font que... C'est dans le détail. C'est dans le détail. Ce n'est pas un athlète cadet ou un athlète junior dans le tas. Là, pour pouvoir gagner une médaille, c'est dans les détails. Tout le monde, c'est dans les détails après. Si nous, on commence à dire, c'est le ministère, on dit le dossier, on dit 15 jours avant, 21 jours avant, on donne une bourse à un athlète avec un programme. Il dit l'entraîneur avec un programme. Établi. On fait combien ça coûte et on les libère dès le début de l'année. Avec les histoires de visa, maintenant c'est compliqué, le visa, c'est devenu très, très lourd. Ouais. On est passé par là aussi à certains moments. Et ce que je conseille aussi, chaque athlète maintenant doit avoir déjà son kiné personnel qui part avec lui dans tous les stages. En d'autres termes, on dit c'est un staff qui doit accompagner. C'est un staff, c'est une entité disciplinaire. Je me souviens, vous aviez avec vous, on va le citer, on en parlait tout à l'heure, Benoît qui était avec vous, qui avait été votre kiné, il y avait vous, il y avait tout un staff qui vous accompagnait, le médecin également. Ouais. Donc il y avait tout un staff qui avait permis à l'époque à Hassiba, ou ça soit également à Nordin, d'aller chercher de tels résultats. C'est pour ça, on le sait à l'époque. Il y a même, parfois les gens vont avoir même un psychologue avec eux, c'est-à-dire que le très haut niveau, c'est ça, c'est les détails qu'on m'a dit. Et surtout si l'athlète a l'ambition d'aller chercher une médaille d'or olympique, donc il faut lui donner les moyens. Aujourd'hui, c'est un appel solennel aux autorités qu'a lancé Vous savez, les athlètes, parfois, ils gueulent, ils disent, parce qu'eux, ils subissent des stress énormes. Quand toi, dans l'année, tu ne lui donnes pas le stage au bon moment, il faut chercher un kiné, il faut chercher un visa. Tout ça, ça crée des problèmes, ça perturbe. Bien sûr. Et quand lui, il gueule, parce qu'après, il n'y aura pas ça, tous ces retards, quand il fait un mauvais résultat, il gueule, c'est un mauvais résultat. Mais quand il gueule au moment, là, il faut qu'il ait les moyens, le moment voulu. Qu'il soit écouté. Bien sûr qu'il soit écouté, j'espère. Très bien, on en a parlé. Sedjati, 3 athlètes sur 800 mètres. On l'avait dit au JM, ça s'est concrétisé. Ça s'est terminé avec une médaille d'argent. On va revenir sur la participation de nos athlètes. Bouhanani sur le 110 mètres et record d'Algérie à la clé. Première participation à un grand événement. Il y a eu Lahoulou qui, lui, eh bien, on l'attendait à 30 ans. Ce n'est pas sa première participation. Il a atteint les demi-finales et il a réalisé un bon chrono. Comment vous qualifierez la participation algérienne ? Bon, si on commence par la Houlou aussi, pour pouvoir être dans une finale, il faut maintenant être à moins de 48. C'est-à-dire courir au moins 2-3 fois moins de 48 pour pouvoir être sûr d'être en finale. Moi, j'étais confiant pour Bahoulou. Je croyais qu'il allait en finale. Bon, il a touché une nez à certains moments, etc. Bon. Pour les autres, Bouhanani est un jeune athlète et il a tout l'avenir. Et c'est la première fois qu'on puisse avoir, on est un athlète aussi bon que lui. Il est très grand de taille, il est assez souple, il a une bonne technique. Et il lui manque bien sûr des détails, comme on a vu dans la course, il est parti pratiquement l'un des derniers. Pas la réaction, non. Pas le temps de réaction. Pas le temps de réaction. Juste après, c'est la première foulée qui n'est pas très bien adaptée. Et lui, il peut être dans une finale olympique au championnat du monde. Il a le potentiel.
Les autres, on 3000 a... mètres steeple. 3000 mètres steeple, c'est des athlètes qui ont été déjà 3 ou 4 fois dans des grandes compétitions. J'arrive. Le 3000 mètres steeple également, on a des traditions sur le 3000 mètres steeple, mais là, on n'y est plus. On n'y est plus. On a des athlètes qui sont à Quand 8. on a connu Brahmi Azdin, quand on a connu Rahoui, bon, on n'y est plus sur le 3000 mètres steeple depuis un certain temps. 3000 mètres steeple, depuis Rahoui et Brahmi, on n'a pas eu de grands. Il n'y a pas eu de grands. Moi, j'ai eu un athlète, Ben Slimani, qui a fait les Jeux Olympiques en 2000. Ces deux athlètes ont fait 3 ou 4 compétitions. Maintenant, cette année, ils arrivent, peut-être le meilleur moment de leur forme, c'est cette année. Ils arrivent 2 jours avant au championnat du monde. Avec le stress de décalage horaire, etc. L'année dernière, ils ont eu des problèmes aussi aux Jeux Olympiques avec le Covid. Donc, ils n'ont pas eu de chance. Je croyais que cette année, ils allaient en finale. Mais quand j'ai discuté un peu avec les gens, ils m'ont dit qu'ils sont arrivés 2 jours avant, ils n'ont même pas pu dormir. Et j'ai compris qu'ils n'allaient pas en finale. Et reste, ils peuvent aller dans les 2 prochaines compétitions championnats et Jeux Olympiques et j'espère qu'ils seront dans le... je te rappelle que Brahmi Azdin, la première compétition en 88, il a été en finale. C'était aux Jeux Olympiques à Séoul. 88 à Séoul, il a battu le record de Rahoui. Il avait battu le record de Rahoui. Et le gros record de Rahoui. 3 ans plus tard, on le retrouve sur le podium. Très bien. Voilà. Donc, et rappelons le chrono également qu'il avait réalisé. Ouais. C'est de superbes chronos. C'était vraiment un super athlète, Azdin Brahmi. Alors maintenant, on va aller sur le bilan de ces mondiaux d'Oregon. Ce qu'il fallait aussi retenir de ces mondiaux de Gênes 2022, des records sont tombés. Armand Duplantis n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Ce dimanche, en clôture des championnats du monde, le Suédois a battu son propre record du monde du saut à la perche, le portant à 6,21 m, soit un petit centimètre de mieux que la précédente marque établie au mois de mars dernier du côté de Belgrade. Kenny Harrison got a good start. Âgé de 25 ans, la Nigériane Tobea Musan a battu le record du monde du 100 mètres haies, le portant à 12 secondes et 12 centièmes, finissant juste devant celle qui détenait ce fameux record du monde depuis 2016 à 12 secondes 20 centièmes, à savoir l'américaine Kendra Harrison. Pour ensuite récidiver lors de la finale avec un nouveau temps stratosphérique de 12 secondes 06. Les Américains survolent les 2 relais du 4x400 mètres. Les États-Unis se sont imposés à chaque fois, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. But Ingebrigtsen's shoulders are composed. De son côté, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen avait une revanche à prendre, alors qu'il n'avait pas digéré sa médaille d'argent sur le 1500 mètres, distance dont il est pourtant le champion olympique en titre. Aujourd'hui, il s'est parfaitement bien rattrapé. Âgé de seulement 21 ans, il a décroché le titre mondial sur la distance du 5000 mètres, le premier de sa carrière. Alors, on a passé comme ça sur la dernière journée. Sid Ahmed, oui, celui du 400 mètres et 400 mètres et. McLaughlin. Très bien. Moi, je voudrais venir, il a employé le terme stratosphérique. Mais Duplantis est stratosphérique. Qui aurait dit, il y a 10 ans de ça, qu'on aurait un athlète à 6,21 m? C'est tout simplement phénoménal. Et il me fait penser à Boubka, centimètre par centimètre. On s'est dit que pour avoir un autre Boubka, ça sera très compliqué. Personne ne Et il y a pense. eu de la marge aussi. Hein. Il y a eu de la marge sur le saut. Oui, mais il a de la marge, il est jeune encore. 22 ans. 22 ans. Et moi, c'est sidérant ces performances, franchement. Celle du. Je voudrais rester sur Duplantis. Duplantis, parce que vous l'avez dit, après Boubka, tout le monde s'est dit, bon, pour avoir un nouveau Boubka, ça sera très compliqué. Et voilà, le Suédois arrive, Duplantis, il est en train de faire, tout simplement, d'amener la perche à un niveau, pour reprendre encore le mot stratosphérique. Stratosphérique. Je vois mal il a de la marge en plus. Il dit, j'ai dans les jambes jusqu'à 6,29. Ouais. Très bien. Et à mon avis, il va les faire. Il a 2 très grandes compétitions l'année prochaine. Ils vont se préparer pour. Maintenant, il a tout gagné. Il est déjà champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, champion du monde. Il a tout gagné. Maintenant, ils peuvent se concentrer sur des meetings de record. Et là, il va arriver à 6,30, je pense. Très bien. Une Africaine sur le 100 mètres haies. Record du monde à la clé. Elle l'a battu 2 fois. Le deuxième n'a pas été validé parce qu'il y avait un vent favorable dans le dos. À 2,5 mètres par seconde. Pour être plus précis. 2,5 mètres par seconde. Voilà. Donc, on l'attendait. C'est une fille qui a fait... On attendait les Américains. On attendait tout le monde, sauf elle. Sauf elle, voilà. Elle était aux Jeux Olympiques. La Jamaïcaine aussi, mais elle était championne. D'ailleurs, son entraîneur, je m'excuse, son entraîneuse est jamaïcaine. Ouais. Voilà. Elle est championne d'Afrique la dernière fois.
Elle a été 4e au championnat du monde. Chaque fois, elle est au pied du podium. 2 fois, Jeux olympiques, championnat du monde. Et maintenant, elle arrive avec... c'est stratosphérique aussi. Oui, le chrono qu'elle réalise. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui font que les performances sont aussi fortes. Il y a les paires de pointes qui sont devenues en carbone, il y a la technologie également. La technologie qui rentre beaucoup, il y a la technologie de l'entraînement aussi qui a changé. La piste. La piste, oui. la piste, la qualité de la piste, la qualité du rebond de la piste, la qualité de tout ce qui tourne autour de oui, mais sur ces championnats du monde, il aura fallu attendre. Il y a eu McLaughlin et la dernière journée. Avant, aucun record n'était tombé. Hein. Mais ça dépend des records aussi. Il y a des records qui sont prenables. Il y a des athlètes qui vont battre des records. Et, la fille du 400 mètres, elle était pour le record du monde. On le voyait qu'elle est encore jeune. Ça aussi, c'est un record extraordinaire. C'est du 400 mètres. Du 400 mètres. Et la fille, dans la finale elle est 7e dans la finale du 400 mètres plat. Imaginez, oui. Dans une finale, championnat du monde, elle est 7e avec ce temps. C'est incroyable ce qu'elle fait. Mais les gens travaillent aussi, les gens font des recherches, ils travaillent. Nous, on doit trouver ce genre de... Il y a aussi la reine du son longueur, Miambo, l'Allemande, qui aussi conserve son titre à 7 mètres 12. Ouais. Alors, on voit le sprint à un moment donné, domination jamaïcaine. Ça se situe entre les Jamaïcains et les Américains. Cette fois-ci, c'est les Américains. Les Américains. Très bien. Chez les dames, c'est le contraire. C'est les Jamaïcains. Mais quand on regarde le tableau des médailles, domination américaine, ils reviennent, les Américains. Ils n'avaient pas réalisé autant de médailles depuis Stuttgart, 1993. Et là, ils reviennent. Mais là où c'est étonnant, et c'est là où je vais rebondir, c'est les Africains. Deuxième, l'Éthiopie, à la 2e place. Avec 4 médailles d'or. Ouais. Très bien, avec 4 médailles d'or. Ça, on avait déjà, il faut le dire, on attendait les Allemands, on attendait... Non, les Kenyans faisaient aussi, ils ont fait 9 médailles d'or à certains moments, oui, les Kenyans. L'Afrique, en demi-fond, ils dominent le 5000 et le 5000 10 000. Le 5000, c'est pas le cas. C'est pas le cas, non, c'est un garçon, je parle des filles. Les filles, déjà, elles sont très fortes, elles sont excessivement fortes. Moi, j'ai été à 45 jours avant le Covid, j'ai vu dans un stade, le matin, j'étais jaloux. 250 athlètes le matin à 7h du matin à l'entraînement. Ouais. Et là, je me suis dit, si j'étais entraîneur, non. Sérieusement. Et l'Afrique arrive dans d'autres disciplines aussi. Maintenant, le 100 mètres, c'est une course très technique. On a une africaine. Par contre, on est un peu l'Afrique du Sud, ça m'a un peu étonné qu'ils sortent comme ça sans médaille. Il y a aussi le Kenya qui a eu moins de médailles que d'habitude, sauf les courses de fond. L'Afrique n'a pas les capacités ou les moyens d'avoir les Kenyans qui dominaient par exemple le 3000 mètres steeple, on voit ils ne gagnent plus le 3000 mètres steeple. Les Maghrébins, 1500 mètres. Qui étaient sur le 1500 mètres, les rois du 1500 mètres, ça se voit entre nous, fois, le Maroc, et vice-versa. Aujourd'hui, on n'y est plus. Donc on voit qu'il y a également des spécialités où nous avons perdu du terrain. L'athlétisme est un sport où tout pays peut avoir sa médaille. On a du 100 mètres au marathon, on a la longueur, etc. Les sauts, on a les lancers. Il y a des pays qui vont vers le javelot maintenant. Le javelot. Ils se spécialisent. Ils se spécialisent et ils ont une médaille d'or. Oui. Le champion olympique est indien. Il est indien. Il a fait 3e cette fois-ci. Il y a des gens qui vont des spécificités. Ils vont vers ça. Comme la Pologne, ils sont toujours, par exemple, au 4x4. Et on a 47 pays, je pense, qui sont rentrés dans les médailles. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus démocratique que les autres sports. Au handball, c'est handball. Où tu es bon, ou tu ne l'es pas. Ou la football, c'est une équipe. Là, vous dites en d'autres termes, on est en train de se spécialiser. Il y a beaucoup de pays qui se spécialisent. On se diversifie. On se dit. Pour nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Rester sur. Bon, il y a eu des épiphénomènes. Nous, on a eu des comme ça. J'en ai parlé. Il y a eu des épiphénomènes. Il y a eu Belfa, il y a eu Hamed, il y a eu le décathlon, il y a eu l'heptathlon chez les filles. Il y a eu Azizi, il y a eu après par la suite. Oui, mais ça je parle des femmes. Mais nous, est-ce que vous pensez qu'on doit rester demi-fond? Moi, une politique, on doit rester sur le demi-fond. On doit donner tous les moyens possibles sur le demi-fond. différemment la question. Est-ce qu'on doit rester seulement sur le demi-fond? Non. Voilà. Non.
on a un championnat, on a des clubs, on a des entraîneurs qui viennent du sprint, on a des entraîneurs qui viennent des lancers, etc. Le demi-fond, ça doit être la priorité de la priorité dans la Fédération algérienne d'athlétisme. Je vous en interromps. Algérie. Le sprint, depuis Selmi, On n'a plus. Il y a plus. On a à son niveau. Ouais, à son bon, niveau. Ils ont battu ces records, mais, Oui, mais on n'a pas de véritables sprinteurs qui vont vers, par exemple, une demi-finale, une finale championnat du monde. Et là, je ne sais pas, c'est une question d'entraînement, c'est une question de technologie. On n'est pas arrivé à avoir les entraîneurs nécessaires pour pouvoir faire arriver, ou là, on n'a pas le talent nécessaire pour faire arriver des gens comme ça. Mais en demi-fond, on a démontré qu'on est bon. voilà, c'est ce que je dis. On a une seule, dans le tout, Jeux Olympiques, championnat Je du dis monde. en demi-fond, On a et eu- au demi-fond et au saut. Au saut. On a non. Si on parle de médailles, Oui. carrément de médailles, on a une seule médaille, celle de Hamed. Oui. Les 19 autres médailles, c'est le demi-fond. 800, 1005, 3000 mètres cible. 5000 non, jamais. 5000 avec, 5000 avec oui, Siyef. Saïdi. On a une. C'est-à-dire que toutes les du 800 au 5000, on n'a pas d'autres médailles. On a celle de Hamed. Ça veut tout simplement dire on a 4 champions olympiques en 1500 mètres. Et on n'a pas su faire le nécessaire pour pouvoir avoir ce complément, pour pouvoir tenir, avoir toujours des athlètes qui arrivent au championnat du monde, 1500, 800. Normalement, on doit avoir aussi des athlètes qui arrivent dans un championnat du monde aux 5000 mètres, aux 1500 mètres. Cette année, on n'a eu que 8 athlètes au championnat du monde. Avec un blessé, ça fait 7, et c'est très peu. L'Algérie doit avoir un potentiel de 18 à 20 athlètes qui partent pour un championnat du monde déjà. Et là, je me rappelle, c'est l'une des plus petites fédérations qui est partie dans ce championnat du monde. Plus petite délégation, vous Délégation, je parle participation. Oui, C'est la plus petite peut-être. Je parle de l'athlétisme, et c'est anormal. On doit au moins avoir au moins 16 à 18 athlètes. Très bien, on fait le constat. Là, on a fait le constat sur cette participation. Mais pour inverser cette tendance, qu'est-ce qu'il faudrait ? On a fait le constat, ok. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a beaucoup de choses à faire, Mammar. Il y a déjà les moyens pour la fédération d'avoir les moyens nécessaires pour. Je m'excuse. La somme allouée aux fédérations sont trop petites par rapport à d'autres sports. Je m'explique. La Fédération algérienne d'athlétisme, je pense qu'ils ont eu 34 milliards cette année, je pense. Je ne suis pas très sûr. Je sais que quand j'étais président, en 4 ans, j'ai eu 26 milliards. Moi, je pensais, 26 je milliards. pensais pas à ça. Je pensais que vous alliez me dire, tout d'abord, les clubs, les ligues. Non, les clubs. j'arrive. J'ai commencé par la Fédération d'athlétisme. Parce que moi, quand j'étais la Fédération, je voulais que la Fédération aide les clubs. Les clubs, Ma'ammar, les ligues déjà. Il n'y a que 6 ligues qui ont un peu les moyens de faire de l'athlétisme. Sur les 48, on ne parle pas des 10 nouvelles, on parle des 48 ligues. Peut-être qu'il y a 6 ligues qui peuvent te ramener des athlètes, etc. Après, comme tu as vu, des épiphénomènes, quelque part dans une ligue. Mais les ligues qui peuvent travailler, il y en a 5 ou 6, c'est tout, qui ont les moyens de travailler. Là, le point central, pour moi, du développement de l'athlétisme, c'est les directeurs de la jeunesse et des sports. Les DJS. C'est eux qui doivent prioriser l'athlétisme par rapport à beaucoup d'autres disciplines. Je le répète plusieurs fois sur les tableaux, sur les plateaux. Vous l'avez Sur les écrit tableaux aussi, je l'ai Il a écrit. écrit sur les plateaux. Il y a Je pas l'ai de écrit problème. aussi sur les tableaux. Quand le président de la République a parlé la première fois dans son premier discours d'investiture, il a parlé d'athlétisme. C'est la première. Je ne connais pas d'autres présidents qui ont parlé de l'athlétisme dans leur pays. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience que l'athlétisme peut ramener des médailles par rapport à tous les autres sports. Mais il n'est pas véritablement priorisé par la fédération. Ils peuvent avoir le plus gros budget. C'est les DJS. L'athlétisme doit être priorisé. Les clubs doivent être priorisés. Je ne donne plus d'exemples mais j'ai des clubs. Il y a des clubs qui n'ont pas pour venir faire un championnat d'Algérie. Vous dites Moi, j'aurais Et là, juste c'est une anormal. question. Excusez-moi, c'est anormal. J'aurais juste une question à formuler autrement. On parle d'État et d'aide financière à la Fédération algérienne d'athlétisme. c'est pas d'aide, c'est les subventions. C'est des aides financières. Je rappelle, non. C'est des subventions. Subventions. Mais on Pourquoi peut dire Non, que non, c'est des c'est aides. pas une aide, c'est bon. parce que c'est l'État qui Qui finance le subventionne. sport. le sport. Oui, C'est bien pour sûr. ça. C'est par le Ouais. biais de... Donc, c'est des budgets alloués. Exactement, budget alloué aux différentes fédérations. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que
On voit certains athlètes européens qui n'hésitent pas à aller s'entraîner au Kenya, à Etan, dans des régions où les Kenyans sont vraiment maîtres des lieux. Makhloufi l'a fait. Oui, mais Makhloufi l'a fait, aujourd'hui, la Saïd Essayef science l'a fait, oui. a un rôle important. Ajouter à cela les moyens de récupération, c'est ce qui fait que ces athlètes-là, européens ou autres, puissent avoir beaucoup plus d'avantages que les Africains. Est-ce que c'est une manière de faire aujourd'hui et de pouvoir se dire on va aller vers la science et vers la technologie pour pouvoir arriver à un certain niveau de compétition? Pour pouvoir, les Américains le font, ils ne font que ça. Ils ont la technologie, ils ont la vidéo, ils ont la médecine, ils ont de très bons techniciens. Nous aussi, on a de très bons techniciens en demi-fond. Le problème est que parfois, on tombe dans des histoires de bureaucratie, etc. Et on n'arrive pas à avoir la véritable préparation. Normalement, un athlète, dès le début, au septembre, il est serein. Il ne va pas attendre le dernier jour pour avoir un visa ou là pour avoir Je vais inverser la question. de stage. Je vais juste la poser différemment. Restez dans le même sens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir mettre ces athlètes, quand je parle d'athlétisme, je peux prendre la boxe, je peux prendre les athlètes, disons les athlètes d'élite, leur donner un statut particulier et faire en sorte de les sortir de cette dépendance ou de leur mettre des staffs pour les accompagner ou de trouver la formule pour leur permettre, qui va leur faciliter leur carrière et leur permettre d'aller chercher l'excellence. Les athlètes d'excellence. C'est la chose la plus facile. Et la plus difficile en même temps. Non, elle n'est pas difficile du tout. Non, elle n'est pas Parce que ça difficile ne se fait pas justement. encore. Ce qui est difficile dans le sport, ce n'est pas le sport d'élite. Le sport d'élite n'est pas très dur. C'est le sport de base qui est compliqué. Nous, on travaille sur 1% de la population, même pas 1% peut-être de la population. Sport, je parle. Je ne parle pas d'athlétisme. Peut-être le sport travaille sur 1% de la population. Déjà. Donc, il faut, déjà, pour pouvoir avoir les talents, il faut avoir une base très énorme. Et ce que dit Ma'mar est vrai. On doit, les athlètes qui donnent la possibilité de faire de grandes performances, on doit les mettre dans un milieu, dans un système serein, favorable, où ils ne vont pas passer à chercher un programme. C'est-à-dire qu'il va permettre leur épanouissement. Il y a aussi, attendez, il y a aussi le problème conditions. social, Ma'mar, qu'on doit le régler. قال ما عندوش سكنة, ما عندوش une bonne paye, etc. On doit tout régler cela au départ. Après, l'athlète va à l'entraînement. Il ne va pas passer son temps dans le téléphone. Il va s'entraîner. Et s'entraîner, c'est un processus qui est très compliqué. Où les gens parlent d'un entraînement. شهر entraînement. Les spécialistes ne disent pas شهر entraînement, on dit 60 entraînements. C'est 60 entraînements. Optimisation de la performance. De la performance. J'ai une semaine d'entraînement. On dit 14 entraînements, 12 entraînements. Et si tu fais 8 entraînements par rapport à ceux qui font 13 entraînements, tu as déjà perdu. Très bien. 2 ans pour préparer les Jeux Olympiques. Ce sera l'une des dernières questions concernant l'athlète. Ça commence aujourd'hui? Moi, ça commence après, juste après le repos des athlètes. Généralement, ils prennent 3. Ils ne sont pas encore rentrés, au fait. Mais le 28. Jeudi. Le 28, oui. Jeudi matin. Et il y a le mésocycle de récupération. Ils vont faire 3 semaines, 4 semaines actifs. Après, la saison va commencer. Eux, ils vont aller vers une médaille. Donc, on doit leur donner les moyens d'avoir une médaille maintenant. Le mois d'avril, le mois de juin, on commence à penser qu'est-ce qu'il faut faire. C'est dès maintenant, dès la rentrée. Merci Ammar Bourassa, restez avec nous. Merci. On va quitter l'athlète pour le sport co, le football. Il est avec nous, le directeur technique national par intérim. Tofeq Ourichi, bonsoir. Bonsoir, Maman. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes avec nous en direct puisque nos sélections, il y a un championnat arabe des nations qui se déroule. Il y a un championnat arabe également que l'Algérie va organiser. On ne sait pas encore si c'est à Oran ou pas, ou si le choix c'est déjà réglé. Il y a eu la convocation des différentes athlètes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à la veille de ces échéances? Voilà, j'y arrive. Bon, je pense, Mahmoud, depuis que on m'a confié la responsabilité, bien sûr, par intérim de la direction technique nationale, il y a eu plusieurs opérations, c'est-à-dire en termes de stages et en termes de matchs amicaux. En l'espace de pratiquement 5 mois, nous avons fait plus de 27 opérations. 6 pour les U17 qui préparent bien sûr la Coupe arabe qui aura lieu, Inch'Allah, en Algérie, peut-être, c'est presque sûr, à Oran.
du 23 août au 8 Avec septembre. avec la participation de 16 nations, hein, c'est ce qui est annoncé. 16 nations, tout à fait. Très bien. Tout à fait, avec 16 nations. Et nous avons aussi l'équipe nationale des U20 qui est actuellement en Arabie Saoudite, qui participe à la Coupe arabe des nations de la catégorie U20. Il ne faut pas oublier que nous avons un statut à défendre sur la dernière participation. L'équipe nationale U20 est arrivée en finale de la Coupe arabe des nations. Et du U23, il se prépare pour se déplacer en Turquie pour participer aux Jeux islamiques. Et ces trois catégories, bien sûr, ils sont en train de, à travers ces compétitions, à travers ces tournois, ils préparent bien sûr les différentes échéances officielles. C'est-à-dire pour les U17, on prépare bien sûr la CAN U17 qui va se dérouler en Algérie au mois de mai. Ça a été reporté, c'était au mois d'avril et puis ça a été reporté au mois de mai. Et pour les U20, ils préparent les éliminatoires sous forme de tournoi UNAF en Égypte au mois d'octobre pour se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique qui va se dérouler en Égypte. Et pour les U23, ils sont en train aussi, ils ont participé au tournoi de Toulon et maintenant ils vont participer aux Jeux islamiques en Turquie et eux aussi préparent les éliminatoires de la CAN U23 et aussi pour se qualifier aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Très bien, Toufik. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les clubs? Parce que ce n'est pas des dates FIFA sur ces tournois arabes. Bah, c'est clair, pour les jeunes catégories, il n'y a pas de date FIFA et comme vous le savez, c'est vrai que ce genre de tournoi tombe pratiquement dans une période où l'ensemble de nos clubs prépare la nouvelle saison. Mais il faut que tout le monde sache que ce n'est pas la fédération algérienne qui a programmé ces tournois, c'est des instances internationales qui ont programmé ces tournois, les Jeux islamiques, la Coupe arabe U17, la Coupe arabe U20, et nous sommes engagés à participer à ces tournois et par conséquent, nous sommes obligés de participer avec les meilleurs éléments. Avec pour objectif? Bien sûr, pour les U20, nous avons un statut à défendre, nous sommes arrivés en finale. Donc, nous espérons aller un peu plus loin, pourquoi pas ramener la coupe arabe. Et pour les U17, bien sûr, c'est une première participation. Ça rentre beaucoup plus dans le cadre de la préparation de notre équipe nationale à la CAN U17 qui va se dérouler dans notre pays. Donc, on doit mettre tous les moyens pour cette équipe pour une bonne représentation ici en Algérie. Et pour le U23, bien sûr, comme vous le savez, nous nous sommes qualifiés en 2016 à la finale de la CAN U23 qui nous a permis de se qualifier aux Jeux Olympiques après 32 ans d'absence. Et cette fois-ci, il faut qu'on mette les moyens à l'ensemble des équipes nationales pour représenter dignement notre pays et aussi défendre le statut de nos différentes équipes nationales. Toufik Kouraichi, je vous pose la question parce que dans le même temps, vous êtes responsable de la formation. Que se passe-t-il? Nos clubs ne font plus confiance à l'entraîneur local? Ça, c'est le choix des clubs. C'est vrai qu'on a constaté ces derniers temps cette nouvelle vague des entraîneurs étrangers qui viennent en Algérie et je pense que ça c'est valable dans tous les pays du monde. On a vu que même en Angleterre, même en France, même en Italie, il y a des entraîneurs étrangers qui exercent ce métier. Maintenant, la place aux meilleurs. Les clubs, ils font leur choix. Ils sont libres de faire... Non, mais d'accord, Toufik, les clubs font leur choix, on est d'accord. Mais dans le même temps, il y a une crise de confiance. L'entraîneur local, actuellement, n'est pas demandé, n'a pas la cote au niveau des clubs. C'est vrai, c'est la réalité du terrain, mais il faut se poser la question pourquoi. Est-ce qu'on met les mêmes moyens ou est-ce qu'on met l'entraîneur local dans les mêmes conditions qu'un entraîneur étranger? Là, un grand point d'interrogation. Très bien, le point d'interrogation, la réponse, vous l'avez. Malgré les grosses écuries de la Ligue 1, ils ont fait confiance à des entraîneurs étrangers, majoritairement tunisiens. Malheureusement, c'est la réalité du terrain, mais il se pose poser la question pourquoi on est arrivé à cette situation. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est un débat. Merci Toufik Kouraichi d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions. C'est vrai que les clubs de Ligue 1, ils ne font pas confiance à l'entraîneur local. Et je voudrais rajouter à cela, pas que de Ligue 1. Aujourd'hui, on le voit même en Ligue 2. Certains clubs sont prêts à aller chercher des entraîneurs étrangers. Pas aussi nombreux que la Ligue 1, parce qu'ils n'ont pas les moyens surtout. Mais ils sont prêts à aller chercher un entraîneur étranger
qui coûtent pratiquement le même prix qu'un entraîneur local, mais ouais, qui ne font pas confiance à chaque fois, on à parle l'entraîneur de, local. Chaque fois qu'on parle de prix, c'est une question que j'aime pas évoquer, la question du salaire. Mais la réalité, mais, elle est là. mais non, mais au-delà du prix, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, j'arrive pas à trouver à quelques un entraîneur capable de mettre en place Une ce stratégie. qu'il veut faire à travers Oui. sa philosophie Un de plan jeu et de jeu. comment est-ce qu'il voit le Ouais, football. bien sûr. Ça, on n'arrive pas à le trouver dans le fait, championnat, je ça suis reste sur les d'accord. mêmes systèmes de jeu. Il n'y a pas un entraîneur qui va avec des idées et qui arrive à convaincre. C'est ce qui ressort. C'est pour ça que je pense également que les présidents de clubs se rabattent sur les entraîneurs étrangers. Mais est-ce que les entraîneurs étrangers, ils ont ce que vous venez de dire maintenant? Il arrive, La stratégie. il mettent une tente, stratégie. il tente. Ils essayent. Ils essayent. Ils Pour tentent, moi, ils essayent. On voit un peu le fruit du travail. C'est-à-dire que sur le moyen terme, on peut voir sur dans le jeu, sur l'aspect organisationnel, il y a certaines choses qui se font ressentir. Mais aujourd'hui, les présidents de clubs ou même les dirigeants qui sont en charge du recrutement et de ramener des entraîneurs ne font plus confiance à l'entraîneur local. L'entraîneur local, l'entraîneur bizarre un peu parce que l'entraîneur local est frileux. Il est frileux, l'entraîneur Ah, local. c'est possible, oui. Il est frileux, il n'ose peut-être pas. qu'il Il n'ose n'ose pas. Parce qu'il se dit, si ça marche pas, on va me débarquer. C'est possible aussi, Donc oui. il est frileux, il est là. Moi, C'est une question de confiance, Voilà, c'est une question de compétence tout aussi. simplement. Non. Moi, Mais je trouve qu'il y a- avant des clubs, مثلا le Maroc, la Tunisie, etc., ils avaient des athlètes, des entraîneurs Ah, algériens. c'est plus le cas. Il y en a C'est un plus seul. le cas, oui. Il y Non, en a un avant, seul. j'ai dit avant. Aujourd'hui, il y en a un seul. C'est Abdelhamid Benchikha. Mais C'est tout. avant, il y en avait 4 ou 5. Dans les pays du Golfe, il y a eu Kherdin. Dans les à un pays moment du donné. Golfe, dans les. Amrani est parti en Benchikha a Arabie gagné Saoudite. Avec le club un africain. championnat avec Oui, le mais club aujourd'hui, africain, mais aujourd'hui, etc. nos entraîneurs n'ont plus Sadan la- a gagné aussi, je Mais- pense, à une Non, mais Coupe ça d'Afrique. s'est inversé. Avant, Avec le hein. temps, La Ouais, tendance, ça s'est inversé. La tendance est C'est inversée. bizarre, ça. Et on ne fait plus, on ne vend plus aussi bien l'entraîneur algérien à l'étranger qu'auparavant. Parce qu'il y a eu une certaine période, avec la Coupe du Monde, il y a eu une génération d'entraîneurs qui ont eu des expériences à l'étranger, que ce soit chez les pays voisins, en Tunisie ou même dans les pays du Golfe. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt ces pays-là qui exportent des entraîneurs vers l'Algérie. Toutes les dernières, disons-le, hein, les derniers entraîneurs qui sont partis, nos locaux qui sont partis exercer à l'étranger, en termes de résultats, n'ont pas réussi. Ont échoué. Ouais, ils ont Il faut échoué. le dire. Ouais, à ils ont partir échoué. de là, si vous ne faites pas de résultats, je ne vais pas vous faire la démonstration, c'est qu'on ne vous fait plus confiance, on ne va plus vous faire appel à vous. Très simple. Il y en a un, je trouve, qui sort du lot, hein, je vais le dire, c'est Hadjar, qui avec le Oui. CSC, Il a réussi. avec même Médéa, Médéa. à un moment donné, Oui, il avec a- des équipes, il a réussi. Il a réussi à monter quelque Oui, chose oui. d'intéressant. Non, mais on Donc, le il est voyait pas- Il surtout. n'est pas allé au bout de ses idées. Et aujourd'hui, Oui. en parlant de la saison dernière, il y a une nouvelle génération d'entraîneurs. Je pense à Samer Zawi, je pense à Mounir Zerdoud qui avait pris. Zawi, vous avez Samir, l'ex-international, Oui, Samir avec Zawi. l'ASO, c'est pas mal ce qu'il a réalisé. Très bon, également. très bonne seconde partie de saison. Voilà. Et il y avait aussi à un moment donné Bilal Zeri, Mounir Zerdoud. Mais ils n'ont pas retrouvé de banc. Tout à fait. Ils n'ont pas retrouvé de banc, on leur a pas fait confiance. Ça, c'est un aspect qu'on a évoqué avec le directeur technique. Mais je me tournais vers vous parce qu'il y a eu la première réunion du bureau fédéral, présidée par M. Zvizev, rappelons-le. Nouvelle réunion du bureau fédéral. Alors ça m'a toujours intrigué, Mamal. On dit Zvizev ou Zvizev Zvizev. On D'accord. l'appelle Zvizev, bon, je ne sais pas, mais c'est Zvizev. Voilà, Ça parce s'écrit que- comme ça. Très bien. Alors, que retenir de cette réunion du bureau fédéral? Déjà, première réunion du bureau fédéral, comme à l'accoutumée, répartition des tâches aujourd'hui, on le voit clairement, des dispersions, il y a eu repositionnement, certains rôles ont été donnés. Après, la question qui restait en suspens, C'est des commissions. Hein. exactement, c'est des commissions, et la question qui restait un peu en suspens, elle était liée à ce dossier qui était en instance par rapport au statut et à cette... Les on va dire, statuts, ça sera- l'amendement. il y aura une assemblée générale au Tout mois de à fait. septembre. Et ça a été, on a décidé, ça a été donné à une commission où il y aura Chetouf ainsi que Arabe, plus des juristes expérimentés pour avoir une décousue claire, globale à mettre en place. Disons que le travail a Pour, été fait, il reste juste à il affiner. reste Il y a affiné, un ou deux exactement. articles à affiner. Pour le reste, Ouais, pour le reste, disons, ce qui a fait, ce qui est ressorti, tout le monde s'est focalisé Ouais. sur la commission d'arbitrage. d'arbitrage. Oui, Mais CFA. finalement, il n'y a rien de nouveau. Il n'y Ça a ne rien change de pas. nouveau. Or que auparavant, on décriait, on parlait, on disait qu'il y avait une commission d'arbitrage qui était là par procuration, si on le veut, mais au-delà de ça, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, rien n'a changé, personne ne monte au créneau. C'est-à-dire Question que- innocente, pourquoi?
Non, L'arbitrage. Non, mais l'arbitrage, ça. Dans l'arrière-pensée, c'est qu'il y a des problèmes. Non, je ne vais pas rentrer dans cette question-là. Tout le monde regarde l'arbitrage et tout le monde se focalise sur l'arbitrage. Très bien. Mais comme l'a si bien dit, c'est Ahmed Radis, à l'époque de Sharaf el-Din Amara, il avait dit « Je préside la commission et je désigne un ancien international qui, à l'époque, qui est M. Bichari, qui est en poste, et jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale, à l'amendement des statuts, et là, il y aura un patron de l'arbitrage qui gérera, parce que c'est une période transitoire. Mais c'était dans la perspective d'une approbation de l'Assemblée générale à l'époque. De l'Assemblée générale pour les statuts. Exactement. Donc, cette Assemblée générale n'a pas eu lieu. Zvizov, il n'y avait rien d'autre à faire. Il était obligé de reproduire, il n'y avait pas d'autre solution, de reconduire ce qui avait été fait. Et il l'a fait le plus normalement du monde, en maintenant M. Bichari. On avait cité le nom de Haïmoudi. Il semble que pour le moment, ce dossier n'avance pas et qu'il n'y aura pas de changement jusqu'à l'Assemblée générale, parce que vous avez une saison à préparer. Tout à fait. Dans le même temps, la nouveauté dans ce bureau fédéral, ça c'est une première, il y a eu une division. Oui. La division, où est-ce qu'elle se situe? C'est sur la coordination avec les ligues. Il y avait un seul responsable par le passé. Je me souviens à l'époque de M. Zachi, c'était M. Behloul qui présidait cette commission. Et vous savez, celui qui a les ligues, il a tout. C'est celui qui a tout. Il a tout gagné. Parce que vous savez, vous avez été président de fédération. Ah oui. Donc ça peut vous permettre de préparer votre élection. Vous êtes en si vous êtes candidat. Si vous avez une petite idée comme ça derrière la tête, ça peut vous permettre d'y aller. Il est en contact permanent avec les gens. Donc très bien, donc avec les clair. Et cette fois-ci, le président actuel, lui, il s'est dit non. On va diviser en 3 régions, Est, Ouest, Centre. Et on va nommer un responsable chargé de la coordination. Comme ça, personne n'a la main là-dessus. Tout à fait. Il a dilué. C'est un peu pour mettre l'équilibre de la responsabilité. Oui, c'est histoire de rééquilibrer un peu la donne au niveau du bureau fédéral, notamment quand on sait la force et la position dont bénéficiait le responsable de ces ligues, on comprend tout de suite la division. Voilà donc pour ce qui est de la réunion du bureau fédéral. On arrive à la fin de l'émission. Je rappelle que c'est la dernière émission de la saison. On se retrouvera au mois de septembre. Amar Bourras, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Nous disons merci. On vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci Sid Ahmed Radis. Eh bien, ça a été un plaisir durant toute cette saison. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir, aux caméramans, à tous ceux qui sont derrière la vitre. Merci à vous tous. Je vous souhaite bonnes vacances et on se retrouve au mois de septembre. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.